Salut les terriennes. Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Christian Mailleux. Alors, Christian Mailleux, bonsoir. Bonsoir. Pour tous ceux qui se posent la question, vous n'assistez pas au retour de Corbier du Club Dorothée, ni à la première venue de Chabal sur ce plateau, c'est Christian Mailleux. Voilà. Christian Mailleux, fondateur et secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. C'est vous, le mec qu'on a envie de tuer les matins de grève quand on attend le train pendant 2 plombes. Je pense que vous attendiez souvent le matin le train pendant 2 plombes, vous, mais bon. Il y a des centaines de milliers de gens qui l'attendent. Oui, quand je même. sais, je le prends tous les jours, moi, le train, le matin Ouais. et le soir, pour aller ou revenir du boulot. Donc je sais bien ce que c'est, effectivement. Ouais. Enfin, quand il y a grève, c'est un peu grâce à vous, quand même. Non, c'est pas grâce à nous. En général, les grévistes, quand ils se mettent en grève, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. On va en parler. Alors, cette semaine, grève à la Poste. Pas de grève de la SNCF. Qu'est-ce qui se passe un moment d'égarement. Un oubli, Christian. Il y a très peu de grèves à la SNCF, contrairement à ce que certains disent. Hein. Ouais. C'est moins d'une journée de grève par cheminot par an. Donc. Très bien. Eh bien, on va en parler. Alors, vous connaissez l'émission, Christian. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, votre famille, de votre engagement syndical. Vous êtes très engagé. C'est vrai que les jours de grève, vous interdisez à votre fils de jouer au train électrique. Non, non, il a passé l'âge, c'est bon, il est au chômage, comme tous les jeunes. En P2, nous recevrons 2 nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Roger Carucci. Vous connaissez Roger Carucci? Oui, on s'est croisés à la gare Saint-Lazare, d'ailleurs. Ah ben tiens, il doit vous aimer. Alors, il a quitté le Conseil des ministres pour la bande à Ruquier. Remarquez, dans la bande à Ruquier, quand on dit des conneries, on le fait exprès. Notre troisième invité sera Laurent Baffy. Alors, vous emmerdez pas à faire des vannes, normalement c'est Laurent qui les fait, c'est ça l'avantage avec lui. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Chara Alohari, la prof d'anglais étranglée au collège de Drancy. Elle se plaint. En même temps, le mec, il aurait pu l'attaquer à la hache. Hein. Tout n'est pas si noir, finalement. Bon, on en parlera. Alors, on commence avec les messages vocaux de la semaine. Monsieur Ardisson, bonjour. Je voulais vous dire tout d'abord que votre émission se bonifie d'année en année, n'y change rien. Je voulais juste vous demander comment se fait-il que je trouve tous les hommes politiques sympathiques à votre émission. Voilà. Au revoir, c'est Routia de Nîmes. Merci, Routia. J'espère que vous trouverez Christian sympathique après l'émission. On passe au deuxième message. Alors, je suis mademoiselle Chenuani, 06 48 24 53 92. Je voulais juste savoir, vous n'avez pas besoin d'une co-présentatrice, mais je voulais vous dire que je vous aiderai. Voilà. Au revoir. Bon, bah, il faut l'appeler, Stéphane. Stéphane, appelez-la, elle a donné son numéro. Ouais. Ouais. Oui, allô? Allô, mademoiselle Chanuani? Oui. C'est Thierry Ardisson, ici, de Canal+. Ah, bonjour. Ça va? Ça va très bien. J'ai l'impression de faire Nagui comme métier d'un coup, là. Pardon? Non, non, c'est une plaisanterie. Bon, si vous voulez venir pour faire un essai comme co-présentatrice, venez la semaine prochaine. Arrêtez, c'est une blague. Mais pas du tout, non, non, c'est vraiment Thierry Ardisson. Avec moi, il faut faire gaffe. Hein. D'accord. Vous êtes prête pour la télévision? Oui, je suis prête. C'est comment votre prénom? Parce que je ne vais pas vous appeler mademoiselle Chanuani toute votre vie non plus. C'est comment? Ben, mon prénom, c'est Annie, naturellement. Chenuani, voyons. Ah oui, Annie Chanuani. Ah, c'est Chanu, Annie. Chenu. Ah, c'est Annie Chenu. D'accord. Bon, bah écoutez, donc, la semaine prochaine, vous êtes là. D'accord, Annie? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens. Et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Christian Mailleux, bonsoir. Bonsoir. Je prononce Mailleux pour que les téléspectateurs retiennent bien votre nom, car si on vous voit beaucoup dans les reportages sur les grèves, dans les journaux télévisés, on vous voit rarement sur les plateaux de télévision, dans les talk-shows. Vous reprochez d'ailleurs aux autres patrons syndicaux d'être trop présents à la télé, souvent, non? Je pense qu'il y a un mélange des genres à éviter, quoi, voilà. Ouais. Alors, qui êtes-vous, Christian Mailleux? Donc, voilà, la Ça, je suis pas sûr que ça intéresse plein de gens, par contre. Mais si, détrompez-vous. La médiatisation est en marche.
Alors, vous êtes né le 5 décembre 1957 à Clichy. Vous êtes fils unique d'une employée de banque et d'un agent de la RATP. Ouais. Vous avez fait vos études au lycée de Créteil. Et en 1973, quand il y a eu les premières manifs contre la loi Debré sur la suppression du sursis militaire, vous vous êtes engagé à ce moment-là. Bah, disons que c'est mes premières manifs, c'est Ouais. effectivement sur cette question et ensuite très rapidement sur l'antimilitarisme d'ailleurs de manière générale. D'une façon générale. D'ailleurs, après, vous avez été objecteur de conscience. Et insoumis. Les gendarmes sont allés vous arrêter chez vos parents, non? Oui, mais comme j'y étais pas, mais enfin, ils m'ont pas trouvé, mais Ouais. j'ai été effectivement dans une période où à un moment donné, je risquais 2 ans de tôle, comme des centaines de camarades à l'époque d'ailleurs. Ouais. Vous n'êtes pas parti en cavale, Christian, rassurez-moi. Non, parce que je bossais déjà à la SNCF. Eh Si oui. vos fiches sont à jour, vous Mais devez elles sont voir à que- jour, elles sont à jour, effectivement, puisque vous êtes rentré à la SNCF à l'âge de 19 ans et à 20 ans à la CFDT. Vous êtes resté 18 ans à la CFDT jusqu'au jour où Nicole Notat a signé un accord sur la sécurité sociale avec Alain Juppé. Vous la trouvez vendue au grand capital, Nicole Notat? Non, je pense qu'elle fait un type de syndicalisme qui n'est pas celui que moi je pratique Ouais. et que je défends, c'est tout. Ouais, ouais. Et là, vous créez Sudrail, donc. Oui, avec beaucoup d'autres camarades. Ouais. Alors, vous avez quitté la CFDT, vous n'avez jamais quitté la SNCF, hein. Non. Vous êtes très attaché à la SNCF. Bah, je suis attaché surtout à mon boulot, comme plein d'autres gens qui ont la chance Ouais. d'en avoir un. Quoi. Ouais. Alors, vous avez été longtemps guichetier. Hum. Vous étiez comme ça quand vous étiez guichetier? Oui, depuis 76 et même un peu avant. Ah oui, d'accord, avec la barbe et Enfin, les un cheveux peu moins longs. blanche, je crois. Ouais, bah oui, Voilà. oui. Alors aujourd'hui, vous êtes agent de maîtrise administratif. C'est bien payé? Je gagne environ 2000 euros par mois, en étant aujourd'hui non plus agent de maîtrise d'ailleurs, mais cadre depuis peu. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous leur faites, à la SNCF, ils vous ont nommé cadre. C'est Ah, ils sont pas rancuniers, c'est qu'à la Christian. SNCF, ça fait partie des services publics où il y a encore un déroulement de carrière et des acquis collectifs qui fait qu'effectivement, on peut avoir encore un déroulement de carrière. Quoi. Alors, vous êtes donc à la SNCF depuis... Novembre 76. Oh là là. Alors, vous savez ce qu'il y a dans les sandwichs SNCF? Oui, mais justement, c'est Parce pas que ça, c'est pas la SNCF. Ah ouais. Ça fait partie des nombreux secteurs qui sont privatisés, Ah ouais. en l'occurrence depuis très longtemps d'ailleurs, la Ils ont un goût de restauration. pétrole, j'ai jamais compris. Alors, Sud, ça ne veut pas dire Sud, en fait, ça veut dire solidaire, unitaire, démocratique. Voilà. Alors, le principe, en gros, c'est que vous croyez encore à la lutte des classes, quoi. C'est ça l'histoire. Enfin, c'est pas qu'on y croit, c'est qu'elle existe. Oui, bien sûr Voilà. qu'elle existe. Ça paraît pas si évident. Il y a Bien plein de gens entendu. qui... Enfin, en gros, tous ceux qui sont plutôt du côté du pouvoir ont tendance à faire croire que ça n'existe pas. Quoi. Ouais. Vous, votre idée, c'est quoi, globalement, sur le plan politique? C'est de créer des vrais rapports de force. C'est un peu des jusqu'au-boutistes du syndicalisme. Je sais pas jusqu'au bout de quoi, mais... Jusqu'à... Le capitalisme ne s'effondre pas tout seul, aidons-le, quoi. C'est quand même ça. Ah bah jusqu'au... Oui, enfin moi, Ouais. oui. Je sais pas si j'y arriverai d'ailleurs, si je le verrai, mais Ouais. C'est votre idée, quand même. bien sûr. Ouais. Alors, aujourd'hui, Sudrail marche vachement bien, hein. Vous êtes deuxième à la SNCF, Ça va. deuxième à la Poste, deuxième à l'assistance publique, c'est bien quand même. Oui. Alors, à la télé, pas trop, hein. Alors, il y a Delarue, lui, il avait vu Sudrail, il s'est dit, putain, super. Il a voulu s'inscrire, mais en fait, il n'a pas donné suite. Alors, votre gros tube, hein, le grand succès de Sudrail, c'est Saint-Lazare. Ah, énorme. Enfin, la musique a été faite par Nicolas Sarkozy. Oui. Alors voilà, donc avec cette grève, vous devenez l'ennemi public numéro 1, Christian. Sur Facebook, il y avait un groupe pour abattre les responsables radicaux de Sudrail à Paris-Saint-Lazare. Quand même. Non, mais Bah, ceci dit, c'est quand même pas très rigolo hein, comme genre de message. quoi. Ouais. Enfin, voilà, quoi. ça, vous n'avez pas peur quand même. Non, j'ai pas peur, mais Non, mais c'est quand camarade, même, si tu veux c'est faire quand la même pas révolution, très bah oui, drôle mais bon. d'avoir effectivement ce genre de message Ouais. qui se balade sur Internet, quoi. Enfin, Ouais. voilà, c'est tout. Alors, oui, Sarkozy était furieux parce que... C'est souvent, je crois. hein. Ah ouais, son service minimum, on s'est aperçu que ça ne marchait pas, quoi. Bah ouais. Ouais. Il était vert, hein. Ouais. Il vous a traité d'irresponsable. Bah ouais. Et vous avez fait tout de suite un slogan, soyons tous des irresponsables. Ah non, mais enfin voilà, moi, Ouais. ce que dit Sarkozy, franchement. Ouais. hein. Ah, et vous l'aimez pas beaucoup? Comment C'est ce qui ferait chier Sarkozy. C'est une grève de Carla. Alors, tout ça, effectivement, pénalise des milliers de gens pour des fois des résultats qui ne sont pas énormes. Là, par exemple, sur Saint-Lazare, vous vouliez 6 postes, la CGT c'est en ça qui est- voulait 3, Oui, enfin, et ça vous avez peut- eu 3 postes et demi. Ouais, Donc ça veut enfin, dire que, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter une gare pendant 3 jours pour un demi-poste? C'est ça, hein. C'est ça, Les c'est copains fou. grévistes nous l'ont toujours dit. Nous, enfin, ils faisaient une grève pour demander quelques emplois en plus. Oui, c'est ça. Voilà. 6 ou Et tout 3. ça est devenu une affaire nationale parce que Ouais. Sarkozy effectivement a lancé ça. Franchement, Ouais. c'est une grève qui avait rien d'exceptionnel. Hein. Ouais. Mais ce qu'on remarque quand on s'intéresse un peu au problème, quand même, c'est qu'en France, il y a seulement 8% des gens qui travaillent qui sont syndiqués. C'est pas énorme, hein. Non, c'est un vrai problème. Mais je pense que ça correspond à deux choses. C'est
une certaine inadaptation, hein, je pense, du syndicalisme, effectivement, Ouais. par rapport à la situation d'aujourd'hui. Puis le deuxième aspect, quand même, c'est justement dans le privé, parce que le taux de syndicalisation Ouais. est bien plus faible dans le privé que dans le public, Ouais. c'est que dans le privé, il y a quand même une répression syndicale qui existe encore. Ouais. Dès qu'on est délégué du personnel, délégué syndical, etc., dans beaucoup de boîtes du Ouais. privé, on est lourdé, quoi. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'étonne beaucoup, en fait, c'est que, bon, le libéralisme est en crise, mais les gens ne se ruent pas vers les syndicats. Mais je Comment pense ça se qu'il y a un fait? vrai problème de perspective, effectivement, offerte par les syndicats aujourd'hui, qui sans doute ne représentent pas Ouais. quelque chose qui soit assez rassurant et alternatif Ouais. par rapport aux problèmes quotidiens des salariés. Parce que Bah ouais. faire du syndicalisme, c'est ça, hein, c'est aussi et surtout pour pouvoir obtenir des choses et faire en sorte que ça change. Ah non, mais attendez, si on a les congés payés, si on a des vacances hebdomadaires, c'est grâce aux syndicats, hein, tout le monde le sait. Je suis pas sûr que tout le monde le sache, Bah, moi, parce que ça je fait le pas dis. partie, je pense, des programmes scolaires, ça d'expliquer tout ça. Hein. Quand Thibault dit « il faut pas tout attendre des syndicats », est-ce que vous n'avez pas l'impression d'entendre Jospin qui dit « on ne peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre du gouvernement » Moi, je pense qu'on peut effectivement tout attendre des syndicats, il suffit de se donner les moyens, et Ouais. c'est pas simple. C'est pas simple, notamment parce qu'il n'y a pas assez de syndiqués en France aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, les syndicats ont un rôle central à jouer. Oui. Ouais. Alors, sérieusement, est-ce que vous ne trouvez pas les pauvres trop dociles? Par rapport à la situation de violence que subissent Ouais. effectivement les pauvres, on pourrait s'attendre effectivement à peut-être plus, mais Bah oui. c'est pas si évident que ça. Il y a quand même tout un contexte, l'éducation, etc., qui habitue pas à se révolter. Voilà. Mais ils sont plus nombreux que les riches. S'ils voulaient se révolter, ça serait facile. C'est bien ce qu'on dit, c'est à peu près ça la base Bah du ouais. syndicalisme. Mais les riches, ils ont de la chance d'avoir des pauvres qui sont aussi dociles, finalement. Je pense qu'ils font le nécessaire aussi pour que les pauvres restent dociles. Quoi. Ouais. Alors, Sarkozy avait dit au moment de la loi sur le service minimum, aujourd'hui en France, quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte. Il a dit d'autres trucs pas vrais hein, aussi. Ouais, je sais, oui. Ouais. C'est pas vrai. Mais enfin, ça nous amène quand même à la question que tout le monde se pose, Christian. Alors, Christian? Bah, je sais pas, là on est fin septembre, donc a priori il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de train pour les vacances de Noël. Maintenant, Ouais. si d'ici là il y en a qui ont la bonne idée d'accélérer la privatisation de la SNCF ou des choses dans ce genre-là, Il y aura des grèves. il y aura peut-être des difficultés. Quoi. Puis vous les faites toujours au bon moment, hein, ça je dois dire. Ah Hein? non, je crois pas, celle de Saint-Lazare c'était pas les vacances de Noël. Hein. Non, Saint-Lazare, non. Mais les mecs des aéroports et vous, ça tombe toujours le premier jour des vacances. Si, Christian. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Non, non. Bien. Enfin, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'avec toutes ces conneries, les gréements de fortune ne vont pas se mettre en grève. Hein. Nous accueillons Roger Carucci. Bonsoir. Et Laurent Baffy. Vous le connaissez, non? Oui. On s'est vu à la gare Saint-Lazare quand vous faisiez la campagne pour être candidat pour les à droite pour les élections régionales, donc c'est vieux puisque maintenant c'est plus d'actualité, et que vous veniez inaugurer je sais plus quoi, des rames, je sais pas quoi, et que quand je distribuais des tracts. Il t'a pas calculé, quoi, c'est ça en fait. Il t'a vu, il t'a pas dit bonjour. Oui, mais je suis pas très triste à cause de ça non plus. Hein. Ah bon? Ça va, quoi. C'est pas. Alors Roger, il y a quand même un problème. Au début de l'année, vous avez révélé votre homosexualité dans un encore. livre. Ouais. Alors, vous êtes venu en parler ici. Bah d'accord, bah alors ça y est. Je vous laisse, j'aime pas les PD. Je savais qu'il était intolérant. Bon, quand tu veux, hein. Et depuis, vous avez perdu face à Valérie Pécresse pour être tête de liste des élections régionales. Vous avez été viré du gouvernement en juin. Et vous êtes ici ce soir pour nous annoncer que vous redevenez hétérosexuel, c'est ça? Sur le coup, il revient. Et voilà. Sincèrement, je vois pas franchement le lien. Ouais. Mais bon, Ouais, chacun c'est fait des ce qu'il veut. emmerdes, cette histoire. Vous auriez mieux fait de rien dire, non? Non? Je n'ai pas fait de calcul politique. Je savais parfaitement que dans une élection interne, ça ne m'arrangeait pas. Je l'ai fait parce que je me disais, si je le fais pas maintenant, après, je sentirai peut-être pas le moment et je ne le ferai plus jamais. Ouais. Je sais pourquoi vous l'avez fait, en fait. C'est parce que Boutin n'arrêtait pas de vous draguer. En tout cas, au gouvernement, aujourd'hui, il vaut mieux être raciste parce qu'Hortefeux, il y est toujours, lui. Non, et puis franchement, les PD, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Eh, Ah, ça y est, il avait C'est la la même formule vanne, déjà vous voyez, prête. quand Ah, même, ben, hein. on voit le même état bah, d'esprit. il est quand même génial, hein. Bon. Bah oui, Non, c'était mais la Brice, vanne qui était écrite. Sincèrement, Ouais. c'est quelqu'un de très ouvert, de très tolérant, et on lui a fait un mauvais procès. Vous avez des preuves qu'il n'est pas raciste, Hortefeux? Parce que nous, on a des preuves dans l'autre sens. Non, mais sincèrement, moi j'ai fait avec lui beaucoup de déplacements à l'étranger, et vous sentez quand les gens se Ouais. forcent ou quand les gens sont naturels avec des gens extérieurs, et très Bien. sincèrement, jamais. Vous y croyez pas, vous? À quoi? Que Hortefeux a dit ça en parlant des Auvergnats.
Non, enfin, je pense que c'est un scandale, mais qu'il y a bien plus scandaleux dans ce café Ouais. Hortefeux depuis quelques années, quoi. Ouais, Voilà. bon. Aujourd'hui, Roger, vous êtes ambassadeur de France auprès de l'OCDE. Vous avez des Ferrero? On a le droit d'inventer des métiers comme ça, ambassadeur auprès de l'OCDE, c'est quoi? Je sais, il y a un de vos potes qui m'a dit le poste a été fait pour toi. Non, il existe depuis 50 ans. Donc, Ah ouais. Qui était ouais. là avant vous? Avant moi, c'était Philippe Marlan, qui était un préfet de région. Et avant Philippe Marlan, c'était Xavier Darcos. Ah, Xavier Darcos. Bien sûr. En fait, Sarkozy vous a proposé d'être ambassadeur à Rabat. Vous préfériez Ibiza. Alors, vous êtes également chroniqueur chez Laurent Ruquier sur Europe 1. Enfin, chroniqueur. Exagérons rien. Mais j'ai dit à Laurent Ruquier, invite-moi de temps en temps. Ça ne veut pas dire chroniqueur régulier. Ouais. Roger, c'est marrant ce pays Quoi où on passe de secrétaire d'État à chroniqueur chez Ruquier quand même. Eh ben, ça prouve que la démocratie, ça fonctionne. C'est Pardon. mieux que l'inverse. Chroniqueur chez Ruquier qui deviendrait secrétaire d'État, ça serait plus emmerdant, mais ça arrive aussi. Hein. Ça peut. Et vous n'avez pas peur d'un remaniement chez Ruquier? Bon, alors on passe à toi maintenant. Ah. Alors tu vas bien, mon Lolo? Très bien, tu m'as manqué, ça me fait très plaisir de te voir. Mon petit chat. Alors t'es toujours branché animaux? Toujours? Ta chienne, ça va? Ben non, elle est morte, De quoi? je l'ai piquée. Ah ouais. Je change tous les 2 ans. Alors, Europe 1, le dimanche de 11h à 12h, c'est un carton. Alors l'émission maintenant est diffusée sur Virgin 17, le jeudi à 22h25. Voilà. Alors, Virgin 17, qui était une petite chaîne de merde, Ouais. et qui, grâce à cette annonce, est passée 2e chaîne directement, Et voilà. derrière Ouais. TF1, Et voilà. voilà, en 2 jours. Alors, il y a toujours ta pièce Toc Toc qui est en vente en DVD dans les bacs. Vous pouvez Exactement, l'acheter, hein, voilà. exactement. Bientôt adapté au cinéma. Oui, il en est fortement question. Et alors le One Man Show, Laurent Baffy est un sale gosse. Oui, que je fais à travers la France, mais que je joue en huis clos, parce que j'aime pas, ça me stresse quand il y a des gens. En plus, c'est vrai. Donc, je le fais pour la technique, je le fais pour moi. Alors, ça fait combien de temps que tu es sur scène? Ça fait un an Non, et mais demi. Un an et dis-moi en demi. boîte de l'Exomil à peu près. Ça fait 2 caisses. 2 caisses, oui, je connais Laurent. Tu bosses toujours avec Bigard? Oui, bah là, Ah ouais. plus que jamais. Je lui ai dit que tu n'as jamais existé. Bon, mon Lolo, ça me fait plaisir de te voir. Bon, alors Moi maintenant, aussi. retour sur vous, Christian Mailleux, donc avec un quiz. Christian ou le Christ? Un grand barbu aux cheveux longs. Les deux. Les deux. Veut changer le monde. Les deux. Les deux. Vous pouvez répondre, hein? Oui, mais je peux encore répondre aussi. Ah oui? Il est un peu cloué, là. À la tête d'un mouvement d'illuminés. Les deux. Les deux. C'est pas vrai, enfin, moi, je m'en fous pour moi. Je trouve que c'est pas du tout correct par rapport aux dizaines de milliers de personnes qui sont syndiquées à Sudrail ou à Non, mais Solidaire. on a mais dit voilà. quand même, non mais Christian, on a quand même dit, Sudrail, c'est des allumés, vous le savez quand même ça. Oui, mais qui c'est qui l'a dit? La droite. Et donc? Ah, ils sont de parti pris. Ouais. Ah, c'est Et sûr. peut-être bien allumé pour certains. Il y en a partout, hein, des allumés et des illuminés Oui, mais politiques. je sais bien, quand il y en a qu'un, gna gna, et c'est quand il y en a plusieurs. Vous êtes un peu obsédé quand même, là, non? Non, non. A un problème avec l'autorité. Les deux. Les deux, deux. bravo. Capable de miracle. Bah là, Le c'est Christ. aucun des deux, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est pas gentil pour la religion catholique, le Oui. Christ, quand même, le Christ. Ouais. Bon, on n'a pas de preuves formelles, quand même, Ah, que... ça, non. des preuves scientifiques. Moi, si non, on me mais- donne un papier comme quoi il y a une vie après la mort, à la limite, ça me rassurerait. Je voudrais un tampon, un truc officiel, quoi. Un peu en perte de vitesse actuellement. Les deux. Oui, ça marche, il cartonne, lui. Je dirais le Christ, moi. Il a dit lève-toi et marche. Le Christ. Non, les deux. C'est quand il n'y a pas de train. Bien, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Mesdames, messieurs, c'est le combat de l'année. À ma droite, Sarko, le pitbull du 9-2, 1m65, 70 kg. À ma gauche, Villepin, l'étalon argenté, 1m93, 80 kg. Je suis ici par l'acharnement d'un homme. Alors, a priori, le petit va se faire massacrer, mais attention, l'arbitre du combat n'est pas forcément impartial. Il y a le rôle de M. de Villepin, dont les juges
disent qu'il est l'instigateur premier de l'ensemble du système. Moi, dont je dis qu'il est un des bénéficiaires collatéraux, mais parfaitement conscient. Ah, cette affaire Clearstream, ça fait la une des journaux. Pourtant, selon un sondage européen, 84% des Français s'en foutent totalement. On s'en fout, tu sais bien. Non mais ces Français, je te jure, à part leurs petits problèmes de pouvoir d'achat, y a rien qui les intéresse. Et la démocratie alors? C'est important pour la démocratie de savoir qui a accusé notre président d'avoir touché de l'argent sur les pots de vin des ventes d'armes à Taïwan. Alors bien sûr, ce qui serait encore plus intéressant, c'est de savoir où sont passés les 500 millions de dollars de pots de vin. Les douanes ont un dossier sur le sujet, mais quand le juge Van Rymbeek a voulu l'ouvrir, on lui a répondu « secret défense ». Alors répétez après moi, Sarkozy c'est le gentil, Villepin c'est le coupable, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, il a raison, Blacko, il y a quand même un truc qu'on ne saura jamais apparemment, c'est où est passé le pognon des pots de vin sur les ventes d'armes à Taïwan. Parce que Clearstream, c'est une affaire périphérique à ça. J'ai une pensée émue pour le juge Jean-Pierre, que j'ai bien connu, qui est mort et qui a passé sa vie à essayer de trouver. Mais apparemment, c'est compliqué. On lui disait chaque fois « secret défense ». Je ne suis pas convaincu que l'affaire Clearstream soit périphérique par rapport à ça. Sincèrement, on vous dit, monsieur, madame, vous avez un compte à la société Clearstream, c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, vous cherchez à savoir pourquoi, comment et qui vous y a mis. Ouais. Voilà. Donc c'est normal de porter plainte. Mais il y en a 40 qui ont porté plainte. Christian? Moi, je pense pas qu'il y ait mon nom sur la liste, non. Mais... il n'y avait pas le mien non plus. Mais je serais tenté de dire, je fais sûrement partie des 84% là, de Français et de Françaises qui s'en tapent, au sens où, y compris, il y a un certain nombre de trucs, moi j'y comprends rien là-dedans, puis je m'en fous. Ouais. Et puis les histoires pour savoir qui c'est qui est le moins méchant entre Villepin et Sarkozy, et le moins fourbe des deux, honnêtement, j'ai pas d'avis. Il y a peut-être des gens qui connaissent mieux les deux, donc ont peut-être des avis, mais pas moi. Ouais. Maintenant, voilà, je pense que tout ça, ça révèle quand même un mode de fonctionnement qui est quand même... C'est quand même abominable, quoi. Bah, oui, parce qu'en plus, il y a une autre question dans cette affaire, c'est on s'en prend à Villepin alors que tout le monde sait que s'il y a complot, c'est Chirac qui était derrière. Donc pourquoi Sarkozy s'en prend à Villepin? Non mais attendez, c'est obsessionnel. Il n'y a pas de s'en prendre à Villepin. Il y a des gens qui se retrouvent sur un fichier, et de gauche et de droite, ils ont porté plainte. Non, mais Sarkozy a quand même dit, en parlant de Villepin, je l'accrocherai à un croc de boucher. Non. Ce que je veux dire, si. Donc, ça n'a jamais été démenti, en tout cas. Vous voyez le président de la République, franchement, tous les jours, il y a 20, 30 affirmations de ce que dit le président. Vous voyez la présidence de la République passer 30 fois à dire c'est pas vrai, le président n'a pas dit ça. Non. Ouais. Écoutez, l'affaire est en cours, le président de la République l'a dit. Le président de la République, il a dit un truc énorme. Il a dit, oui, il a parlé de coupable 3 jours après le début du procès. Vous avez déjà vu ça, vous? Mais forcément, attendez, forcément. Je veux bien croire que vous le défendiez. Dites-moi qu'il a fait un lapsus. Il a fait pareil pour Colonna. Attendez. Oui. Il n'a pas dit présumé coupable, il a dit qu'il était coupable. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'a pas dit qui, premier point. Et deuxième point, il y en a au moins un qui le dit au juge, qui l'a fait dans la presse, qui l'a dit dans tous les médias. Oui, j'ai trituré des fichiers. Oui, j'ai rajouté des noms. C'est Laoud. Lui, il y en a au moins un qui reconnaît qu'il est coupable. Sarko, il a dit les coupables. Écoutez, on va voir combien il y en a. Il y a des gens à Tarnac, c'est pareil, ils étaient coupables aussi. Ils ont fait 6 mois de tôle. Vrai, les mecs qui voulaient faire sauter le TGV, là. Voilà. Non, justement, je suis pas sûr que ce soit eux. Ils ont fait 6 mois de tôle pour certains, après avoir été désignés comme coupables, et voilà, depuis, il n'y a rien. Hein. Ouais. Enfin, Villepin l'a quand même attaqué pour... atteinte à la présomption d'innocence. Oui, enfin, écoutez, on verra, la justice dira ce qu'elle a à dire. Christian, ça fait du bien de voir des mecs de droite se foutre sur la gueule, non? Moi, ça les occupe, mais enfin, je pense que malheureusement, ils font pas que ça, quoi, voilà. Ouais. Nous, les comiques, les auteurs, ça nous amuse de voir ces scénarios, ces pièces. C'est vrai que c'est du vaudeville. Ouais. Et on peut prendre quelques notes en ce moment, parce qu'il y a des trucs qu'on n'oserait pas écrire. Ouais. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. On se demande bien pourquoi les postiers manifestent. Ils sont contre la privatisation de la Poste? Et alors, dans la majorité aussi, ils sont contre. Frédéric Lefebvre est sur la même ligne que Besancenot. On n'a pas peur de l'avis de l'opinion publique, contrairement au gouvernement, qui arrête pas de réexpliquer partout depuis quelques jours, qui veut surtout pas privatiser. PTT et UMP
même combat. Il n'est pas question de privatiser la Poste. L'idée, c'est que la Poste française, elle va rester publique. Mais puisqu'on vous dit qu'il n'y aura pas de privatisation, on peut quand même leur faire confiance à l'UMP. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF, de Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Ok, c'était du pipeau. 3 ans plus tard, GDF sera privatisé. Mais attention, c'était pour le bien de l'usager. Tenez, en Suède, la gauche a privatisé la Poste en 93. Et ben depuis, le nombre de points de distribution du courrier est passé de 1900 à 4200. Non, le problème, si on privatise la Poste, c'est que les salariés risquent de stresser comme ceux de France Télécom. Ben, du coup, va falloir tous les installer au rez-de-chaussée. Voilà les infos de Blacko, mise en image de Julien Grave, voilà. Alors, vous avez peur qu'on privatise la Poste, vous ? J'ai peur, je crois que c'est vraiment ce qui est prévu. Donc voilà, c'est, effectivement, je pense qu'il y a nécessité d'agir aujourd'hui collectivement pour refuser cette privatisation. Ce qui est rappelé là sur GDF par la droite, ça a été fait de la même manière par la gauche pour France Télécom d'ailleurs. Les facteurs vont venir se suicider devant chez nous, ça pourrait évidemment effectivement arriver d'ailleurs. Mais bon. D'abord, ce ne sera pas privatisé. Comme Gaz de France. Non mais écoutez, il y a une directive européenne qui dit la concurrence postale est ouverte sur l'ensemble de l'Europe le 1er janvier 2011. Quoi ? C'est comme ça. Mais bien sûr, Qu'est-ce sur que la c'est Poste. que ces conneries ? Ah, bien sûr. Bien sûr que si. Qu'est-ce que dit l'État ? L'État dit, si on veut que la Poste résiste, la Poste qui est très endettée, il faut qu'on lui donne un statut qui restera celui d'une entreprise publique sous forme de société anonyme, et on va y mettre 2,7 milliards venant de l'État et de la Caisse des dépôts. Et on s'empresse de dire que le capital restera public, que le statut des personnels ne changera pas, ceux qui sont fonctionnaires resteront fonctionnaires. Par conséquent, il faut aussi que nos grands groupes, et ça va être le cas pour les transports, pardon, mais vous savez bien qu'il y a des directives, par exemple, qui vont ouvrir... Putain, ils vont pas privatiser la SNCF ? Non, mais il y a des directives européennes sur l'ouverture du trafic. Si on veut garder des entreprises publiques, si on veut que les personnels soient protégés, il faut à la fois que l'État apporte des capitaux supplémentaires. Bien sûr, mais il comprend rien. Mais ça, c'est... Maillot, non, mais Maillot comprend rien. C'est pour son bien que vous faites ça, bien sûr. Bah oui, mais il ne veut pas le croire. La vraie question, c'est l'avenir des services publics. Je pense qu'on peut mettre des moyens, effectivement, pour renforcer la Poste, aussi bien du point de vue financier que, par exemple, en effectif, en nombre de bureaux de poste, etc., sans pour autant changer le statut. Quant aux directives européennes, ça fait 15 ou 20 ans qu'à chaque fois qu'on veut casser un service public dans ce pays, c'est au nom des directives européennes. Quoi ? Non, mais vous pouvez laisser dans le système public actuel, et s'il y a ouverture à la concurrence, et si des groupes postaux européens viennent en France, on ne pourra pas leur interdire. Comment vous résistez ? Mais attendez, mais pour les trains, ça va être pareil alors ? Alors, sur le trafic, par exemple, on vient de décider... Tu auras des trains privés, Mais par exemple... Il y en a déjà sur le trafic marchandises, il y en a déjà des trains privés. Imaginons que la Poste soit privatisée ou que la SNCF soit privatisée. Ça changerait quoi ? Ça changerait. Quoi ? Je pense que ça changerait pour ce qui est de la Poste, le nombre de bureaux de poste, ça changerait. En Suède, il y en a plus qu'avant. Oui, mais je crois qu'il manque un élément, c'est la tarification aussi en Suède qui a explosé entre-temps aussi. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces histoires de concurrence là ? On parle de la Poste, mais enfin, c'est quoi la concurrence quand on fout une lettre dans une boîte aux lettres ? C'est quoi la concurrence ? De quoi on cause là ? Je suis d'accord, de quoi on cause ? Mais c'est comme si vous me disiez de quoi on cause dans la concurrence éventuelle sur la RATP. On a l'impression que on a nos bus, on a nos trains, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? Non, je suis désolé. Si vous dites on se ferme, on quitte l'Europe, on quitte l'Union européenne et on s'isole et on fait ça entre nous, ça c'est possible après tout. Mais si vous dites on reste dans l'Union européenne, il y a des directives européennes et vous dites ah oui mais moi je veux pas qu'on les applique. Bon alors on quitte l'Europe. La privatisation c'est la concurrence, il faut qu'il y ait plus d'entreprises parce que etc. Et puis à la fin il y a quoi ? Il reste une ou deux entreprises qui a à nouveau le monopole mais dans des conditions effectivement sociales bien plus dramatiques. Voilà c'est tout. Vous avez peur de quoi ? Des compressions de personnel, c'est ça ? Non, mais il y a la question sur les effectifs, sur le statut des salariés, encore que 40% du personnel de la Poste est déjà aujourd'hui droit privé, donc c'est malheureusement déjà en grande partie réglé, mais c'est la question du service public. Bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en 3 points ? Je déconne. On est reparti pour une heure. Bon, on passe aux infos de Blacko 3. C'est super d'avoir élu un noir à la Maison-Blanche. Mais bon, pour sauver la planète, il aurait mieux valu qu'Obama soit vert. Parce que pendant que nous, en Europe, on s'engage à réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020,
Obama, lui, a fixé l'objectif américain à 5%. Eh ben bravo! Soi-disant que Monsieur Obama devait sauver le monde, il veut surtout sauver sa place, oui. Avec sa réforme du système de santé, les républicains le traitent déjà de sale rouge. C'est pas le moment de passer pour un vert. Pauvre Sarkozy. Avec son idée de fixer un plafond pour les bonus, aux États-Unis, il va passer pour un dangereux communiste. Et pendant que notre président rêve d'un monde meilleur, la banque Goldman Sachs, elle, a déjà provisionné 11 milliards 600 millions de dollars pour payer des bonus à ses traders en 2009. Ça devrait scandaliser Obama. Mais que voulez-vous? Goldman Sachs est le deuxième plus gros sponsor de sa campagne électorale. Ce serait quand même pas très poli de cracher dans la soupe. Les infos de Blacko. Donc on connaît déjà les résultats du sommet de Pittsburgh. C'est nul. L'année prochaine, ils feront ça aux Maldives, à mon avis, non? Faut se dépêcher, hein, dans les Maldives. Hein. Oui, il faut se dépêcher, oui. Parce qu'à ce rythme-là, elles seront sous l'eau. Hein. Alors, le sommet de Pittsburgh, c'est la suite du sommet de Londres, où les mecs avaient décidé de changer le monde. Finalement, ils se sont aperçus que c'était beaucoup d'emmerde. Hein. Moi, je trouve que le sommet de Londres, qui par exemple a dit il y a entre 3 000 et 10 000 milliards de dollars qui sont dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. En l'espace de quelques mois, la reconnaissance, l'identification, les critères des paradis fiscaux ont été mis en place. Ça veut dire simplement que, en dehors des entreprises qui font des affaires normales, tous ceux qui ont placé des capitaux dans les paradis fiscaux ne pourront plus le faire. Et si ça ramène vers l'économie normale plusieurs milliers de milliards de dollars, sincèrement, ce sera déjà une belle réussite. Je vois sur les bonus, tous les Français ont trouvé que les bonus qui étaient provisionnés par la BNP étaient excessifs. Je ne parle pas des banques américaines. Les Européens ont dit, si, à Pittsburgh, on n'arrive pas à un accord avec les Américains, on le fera, en tout cas, au niveau du continent européen. Donc, il faut avancer. Christian, vous croyez qu'on peut moraliser le capitalisme, vous? Je crois que non, mais je crois surtout que c'est pas ceux qui organisent aujourd'hui le capitalisme qui vont faire en sorte, effectivement, qu'il... Mais c'est comme des alcooliques qui se réuniraient dans un bar pour décider d'arrêter de boire. Oui, c'est ça, ou des pyromanes à qui on demanderait d'éteindre les incendies, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Vous y croyez pas une seconde? Vous pensez que tout ça, c'est de la frime? Oui, je crois que c'est enfin, y compris ce qu'il vient de raconter, c'est une jolie... Non, c'est pas de la frime, mais c'est une jolie histoire, sauf que concrètement, les 3 000 milliards de dollars, ils existent toujours aujourd'hui. Et ça fait, ils sont déjà vus, ça fait presque 6 mois, quoi. Enfin, voilà. Évidemment, si vous croyez qu'on fait ça et que vous avez 3 000 milliards, bon, pardon, mais le Père Noël est passé il y a longtemps. La vérité, c'est qu'au fur et à mesure que les paradis fiscaux ne sont plus des paradis fiscaux et rentrent dans la normalité, l'argent revient vers les entreprises, vers les économies réelles. Mais ça, c'est une seconde. Mais si... Il y a des États aux États-Unis, comme le Delaware, par exemple, qui sont des paradis fiscaux aux États-Unis. On ne parle pas des îles Caïmans et d'autres choses, là. Monaco, c'est pas très loin non plus. Hein. Mais Monaco est en train de régulariser. On ne montre pas du doigt. Non, pardon. Personne. Pardon. Qui êtes-vous pour montrer des doigts, monsieur? Personne. Mais Monaco régularise. Oui. Bon, alors, autre chose dans l'actualité de la semaine, cette histoire d'imposer les gens qui touchent des indemnités quand ils ont été accidentés. C'est bizarre quand même, non? C'est pas bizarre, c'est une honte, quoi. Enfin, voilà. C'est pas un revenu, hein, c'est pas un salaire. Bah oui, c'est des gens qui sont victimes d'un accident de travail et on va leur repiquer des sous sur ce qui touche là. En même temps, je pense qu'il y a très peu d'accidents de travail parmi les députés et les sénateurs. Oui, c'est vrai. Cette espèce de mépris pour la démocratie, c'est trop facile. Ah non, je parle pas de la démocratie, là, je parle des députés et des sénateurs. C'est deux choses totalement différentes. Vous voulez qu'on regarde l'absentéisme dans certaines autres corporations? C'est totalement différent. Mais Roger, franchement, j'ai vu Acquaye à la télé. On lui a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'était pas flambant. Darcos, il n'était pas flambant non plus. C'est horrible ce que vous êtes obligé de dire dans ces gouvernements. Hein. Tiens, on va voir si vous y allez volontiers, vous. Dites-nous que c'est normal, au combat, dites-nous que c'est normal qu'on taxe les indemnités des gens qui ont eu des accidents. Est-ce que c'est normal qu'on les taxe? Non mais présentez comme ça, bien sûr. Il est pour la vignette pour les fauteuils roulants, lui, quand même. Je prévois, là, quand j'y serai... Non, mais il va y avoir un débat parlementaire et on va voir ce que ça donne. Ah bah oui, non, parce que là, franchement, là, c'est beaucoup quand même. C'est pas possible, dans un cas comme ça, de dire, bon, on a dit une connerie et puis voilà, c'est tout, quoi. Il pourrait pas dire tous les jours. Ça serait souvent. À vous, Stéphane, pour la semaine du lion. Lundi, c'était la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. 860 000 personnes atteintes en France, un véritable fléau. Regardez ce patient.
En parlant des Arabes, il a dit que quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. 10 minutes après, il ne se souvient plus de rien. Il dit qu'en vérité, il parlait du nombre de photos. 20 minutes plus tard, nouvelle amnésie, il parlait du nombre d'Auvergnats. Aidez-le, envoyez vos dons. Après le retour de l'humour colonial, d'autres traditions françaises reviennent en force. Frédéric Mitterrand a fait installer une sonnette dans son salon pour commander ses repas. Il paraît que les employés du ministère ont gueulé. Je ne vois pas pourquoi. Après le confort de la Villa Médicis, Frédéric profite à fond de celui de la rue de Valois. Une sonnette, c'est pratique. Une clochette. Un petit coup pour un café, 2 petits coups pour une manucure, 3 petits coups pour en tirer un. D'ailleurs, je conseille à Frédéric de mettre son personnel en livret, d'exiger le port des gants blancs. Les gens de maison ont tous la grippe pas, c'est une horreur. Et pour se déplacer dans les couloirs du ministère, je lui suggère la chaise à porteur, très chic. Et il existe aussi un modèle avec couverture pour faire caca. Soyons vieille France, quoi. Bill Clinton a enregistré 79 cassettes d'entretien privés quand il était à la Maison-Blanche. Il s'apprête à publier leur contenu. Voici en exclusivité l'entretien privé entre Bill et une jeune stagiaire. Merci. Monica Lewinsky, qu'on salue. Merci. VGE s'apprête aussi à publier ses cassettes secrètes. Voici en exclusivité son entretien privé avec Lady Di. Ben écoutez, princesse, si le protocole l'autorise, je vous propose que nous commencions par la position de la cuillère. Une position qui permet aux personnes âgées, ce qui est mon cas, de niquer sans se fatiguer. Et après, je vous proposerai la position de l'éléphant. C'est une position que j'aime beaucoup et qui me rappelle mes chasses en Centrafrique avec le regretté Jean Bedel Bokassa. Et pour finir, je vous proposerai, princesse, le protocole est d'accord, la position du pont de l'Alma. Ah, c'est une position qui s'effectue sous un tunnel, à l'arrière d'une Mercedes lancée à pleine vitesse, très excitant, mais ça peut être dangereux. Attention à ne pas percuter la tête du chauffeur avec les pieds. Sinon, Thierry, c'est la sortie de route. Giscard revendique la paternité des journées du patrimoine. C'est Lady Di qui lui en a donné l'idée. Elle a pris tellement de plaisir à visiter Giscard qui s'est dit « Pourquoi ne pas ouvrir tous les vieux monuments ?» Affaire Clearstream, duel sanglant en perspective. Il y a quelque temps, Nicolas Sarkozy aurait dit à Dominique de Villepin « Voyez-vous, Dominique, il ne faut jamais laisser 2 mâles dominants dans un même endroit. Et aujourd'hui, le mâle dominant, c'est moi. Alors, est-ce qu'un petit chien est capable d'en niquer un grand ?» La réponse est oui. Et on revient sur cette histoire de sonnette qu'aurait dit l'ancien Frédéric Mitterrand du nouveau Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Frédéric Mitterrand naquit en 1947 dans une France ravagée par la guerre. Tour à tour, professeur d'histoire, journaliste, puis homme de télévision, ce parcours riche et éclectique le fit aimer des Français. Neveu de François Mitterrand, militant aux radicaux de gauche, le petit Frédéric défendit pendant des années des valeurs de justice et d'égalité. Comment expliquer dès lors son entrée dans un gouvernement de droite, puis son cabotinage pathétique aux universités d'été de l'UMP, puis ce silence assourdissant lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait de la main tendue à Philippe de Villiers? Était-ce une attirance subite pour la monarchie? Peut-être quand on sait qu'il fit installer dans son ministère une sonnette pour appeler son personnel de maison. Que dire aussi de cette photo grotesque parue dans la presse où Frédéric, tel un financier de Wall Street, fume le cigare? Avait-il oublié dans cette façon dédaigneuse de recracher sa fumée que la culture est pour tous et qu'un dandysme trop marqué pourrait heurter les 8 millions de Français vivant aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté? Bonsoir. Merci beaucoup. Stéphane Guillon. Bravo Stéphane. On vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur le site de Canal+,
Et maintenant, on passe à notre invité de 20h. Chara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes française d'origine tunisienne, Oui. issue d'un milieu ouvrier. Vous avez grandi dans la banlieue de Troyes. Votre père a donné à ses 4 enfants le goût des études. Pour lui, seul le travail à l'école pouvait permettre de s'élever dans la société. Il vous disait toujours « Marie-toi avec l'école, c'est l'école qui te donnera à manger ». Vous faites des études de langue pour pouvoir bosser dans le commerce international, passez 1 an en Angleterre, ne trouvez pas de boulot et vous décidez de passer le CAPES. Vous devenez prof d'anglais, c'est ça? Alors, ce qu'on peut remarquer déjà à l'issue de vos études, votre CAPES, c'est que vous savez tout de Shakespeare, mais rien sur la méthode pour imposer votre autorité en classe. Il n'y a pas de cours de karaté au CAPES. Non. Il n'y a pas de formation pour se préparer aux élèves en difficulté, aux élèves agressifs, voilà, pour gérer ce genre de choses. Alors, votre premier poste, c'est au lycée Tony Montana, à Drancy. Non, au lycée Pierre Sémard. Vous êtes une prof plutôt autoritaire, quand même. Disons que j'ai été élevée dans voilà, un certain cadre, avec le respect des adultes, avec... voilà, quoi. C'est bien les Auvergnats, ça. Ouais. Mais quand même, bon, vous écoutez, vous êtes un peu une grande sœur aussi pour tous ces élèves, non? Au début, une grande sœur, et puis après, avec l'âge, une mère, un peu, oui. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous y passez 13 ans, et les 3 dernières années, en fait, vous remarquez que l'atmosphère se dégrade, les professeurs sont anxieux d'aller faire leurs cours. Ce qui est très dur, c'est de lutter contre la fainéantise, enfin, le manque d'envie d'apprendre. Moi, je sais que j'étais passionnée par l'école, parce que... quelque part, je m'ennuyais à la maison, on ne faisait pas grand-chose en dehors de l'école. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on passe des heures à préparer des cours, ce que je ne faisais pas vraiment il y a quelques années. Moi, je passe un temps fou sur Internet à trouver des documents d'actualité, des documents un peu ludiques. Et ce qui est très dur, c'est d'avoir en face de nous voilà, une classe qui a du mal à réagir. Voilà. Et puis un jour, vous demandez à un élève de 14 ans, qui est un peu agité, de s'asseoir à côté de la porte, de se calmer. Il ne se calme pas et vous lui dites « tu sors ». Et là, il répond rien. Vous lui dites plus violemment « tu sors ». Il sourit, il ne bouge pas. Vous approchez de lui, vous le prenez comme ça par le t-shirt pour l'emmener dans le couloir. Et là, il vous saute dessus et il commence à vous étrangler. Il serre de plus en plus fort. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? C'est-à-dire là, d'un coup, c'est... Il y a un mélange de choses dans la tête. On se dit à la fois, tu ne te laisses pas démonter. Il ne faut pas qu'ils sentent que tu as peur ou que tu vas reculer. Donc on y va, on reste droite, mais en même temps, l'élève qui est là, c'est plus l'élève normal. Il s'est transformé à un moment donné. Physiquement, je ne le reconnaissais pas. Il vous serre le cou de plus en plus fort. Et là, vous croyez que vous allez mourir, en fait. Vous vous dites qu'il va finir par m'étrangler, quoi, à force de serrer, quoi. Il m'a lacéré le cou, donc j'avais le cou en sang. Et effectivement, là, c'est la frustration et l'incapacité de réagir parce que je n'étais pas assez forte. Par Aucun élève n'a réagi? Si, heureusement, il y a 3 élèves qui m'ont sauvé la vie. Il y a un des camarades qui s'est interposé devant lui et qui a compris qu'il avait dérapé. Il lui a dit « Fais gaffe, t'es en train de déconner, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là ?» Et les 2 autres étaient... Enfin, voilà, ils nous ont séparés, mais il est revenu à la charge. Ça a duré combien de temps? Je ne sais pas exactement. Je pense que... Enfin, pour moi, c'était une éternité, mais je pense que ça a dû durer 5 bonnes minutes, oui. Mais alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'aucun prof ne sort de sa classe ou de la salle des profs pour venir vous aider. Pourquoi? Parce que c'est habituel, les cris au lycée? On en a parlé après avec les collègues qui étaient dans les cours à côté. Ils m'ont dit, bon, effectivement, on a entendu quelque chose, mais on s'est dit que c'était rien, quoi. Donc ils ont continué à faire cours. On était dans le couloir, ça criait quand même. Alors le CPE arrive, il prend le gosse, mais sans un mot pour vous. C'est-à-dire que personne, à ce moment-là, ne vous prend en charge, quoi. Vous vous retrouvez...
comme ça, avec des élèves qui pleurent, qui sont déboussolés, vous ne savez plus où vous êtes, et vous appelez votre frère et votre mari pour vous sortir de là, finalement. Ça a été un des moments les plus difficiles. Ouais. Se retrouver la en non-assistance classe. à professeur en danger, d'une certaine façon. Oui, ah oui. Puis la détresse, on est tout seul, on ne peut plus rien faire physiquement, on est abattu, et puis on a cette classe en face de nous, donc on ne peut pas se laisser abattre, on ne peut pas se mettre à pleurer, on ne peut pas. Ouais. Il faut réagir. Donc j'ai dit à un moment donné aux élèves, vous ne bougez pas, je reviens. Je pensais demander au secours, enfin appeler au secours à la vie scolaire. Ouais. J'étais complètement choquée, je suis allée dans le bureau du principal, et il m'a dit, oui, c'est bon, allez, prenez 4 jours, c'est bon. Ouais. Alors, voilà l'histoire. Donc, vous reverrez votre agresseur 1 an plus tard, jour pour jour, au tribunal. Ça s'est passé comment, les retrouvailles? Il vous a sauté au cou? Presque. Non, en fait, au tribunal, vous cherchez le contact. Vous espérez qu'il va s'excuser. Vous êtes assez sympa avec lui. Et lui, en fait, il refuse de s'excuser. Vous découvrez, en plus, qu'il est là pour l'agression dont vous avez été victime, mais aussi d'autres agressions. Pendant 1 an, je disais à ma famille et à mes collègues, je veux le revoir et je veux lui parler. J'ai besoin de ça, comme pour mettre un terme à cette histoire. Ouais. Et je ne l'ai pas eu, ça a été frustrant. Comment s'est passé le tribunal, alors? Je le regardais, il ne me regardait pas. Enfin, il m'a toisé, on va dire, avant d'entrer dans la salle de tribunal. Et puis, il a été condamné à 50 € d'argent de poche à me payer. 50 € de son argent de poche? Oui. C'est tout? Et il voulait vous payer en barrette de shit, c'est vrai? Donc, après l'agression, vous ne revenez pas au lycée, puisqu'on était au mois de juin. Vous comptez revenir à la rentrée suivante. Hein, vous vous dites, bon, le traumatisme va passer, je vais y retourner. Et l'été suivant, vous comprenez quand même l'ampleur de votre traumatisme. Vous partez en vacances avec votre mari et vos enfants dans un hôtel-club. À un moment, l'un de vos enfants est agressé. Et vous vous jetez sur l'enfant agresseur et vous l'étranglez d'une certaine façon. Oui, c'est là que je réalise que ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Alors, à la rentrée, donc, vous reprenez les cours avec la peur au ventre, avec vraiment des envies de violence, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, ces élèves que vous aimiez, comme une grande sœur ou comme une maman, d'un seul coup, vous les prenez un peu en grippe, quoi. C'est pas des élèves, il y a des classes qui sont différentes les unes des autres. Et on avait l'année dernière une classe particulièrement pénible avec 4 élèves, et ce qui est énorme dans une classe de 25, 4 élèves qui étaient vraiment violents, arrogants, ascolaires, qui n'étaient pas là pour travailler du tout. Ouais. On arrive en cours et on se dit, mais on va au front. Ouais. On va au front. Ouais. Ce qui est terrible dans votre histoire, c'est que vous êtes là pour leur donner quelque chose et qu'ils n'en veulent pas. Alors, est-ce que, tout simplement, vous pensez que ces élèves-là doivent rester dans les classes normales ou être mis dans des maisons de correction? Je pense qu'il faut absolument sauver les autres. Ouais. Parce que ce qui est frustrant, en fait, c'est pas qu'il y ait 4 élèves dans une classe, c'est qu'il y en ait 20 qui ont envie de bosser. Et que eux, on les empêche de bosser. Ouais. Et qu'avec eux, le travail il serait comme il était avant, quoi. C'est-à-dire un échange, un don. Quoi. Et puis un autre problème, il me semble maintenant, c'est-à-dire que les parents d'élèves, souvent, sont du côté des élèves. Moi, je me souviens, mes parents, c'était toujours le prof qui avait raison, même quand il avait tort. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui vont voir des profs en disant « Comment vous avez foutu de mauvaises notes à mon fils ? Je vais vous faire casser la gueule, quoi. » C'est quand même terrible. Ça aussi, ça a changé, non? Nos aînés avaient la chance d'avoir une autorité naturelle. Aujourd'hui, il faut qu'on négocie. Et moi, ça, je suis pas prête à négocier. Ça me fatigue d'entrer dans une classe en disant, écoute, tu m'écoutes parce qu'il faut que je me justifie. Ouais. Non, tu m'écoutes, je suis là, je suis prof, je suis là pour t'enseigner des choses, tu écoutes, et puis voilà. Le problème, c'est que quand il y a un conseil de discipline, au pire des cas, ils arrivent, conseil de discipline, on le met dans le collège d'à côté. Ça ne sert à rien. Oui, ça fout la merde dans le collège d'à côté. Mais oui, évidemment. Et après, on reçoit ceux qui ont foutu la merde dans notre collège. Donc voilà. Ça gagne combien un prof? 2 000 € à peu près, quand ça a 10 ans d'expérience. Hein. Ouais. Au début, non, bien sûr que non. 2000, ils ont des petites primes de 50 € aussi. Hein. Très bien, ce sera le mot de la fin, mon cher Laurent. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Christian Mailleux, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, merci. Merci d'avoir été avec nous. Roger Carucci, président du groupe UMP à la région Île-de-France, ambassadeur
auprès de l'OCDE. Laurent Baffy, de 11h à 12h le dimanche sur Europe 1, émission diffusée sur Virgin 17 à 22h25 le jeudi soir. Ishara Lohari, bonsoir, bon courage, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des commentaires, des critiques, des idées, appelez-moi au 06 23 43 44 53. Je vous laisse avec Action Discrète et Groland Magazine. À la semaine prochaine. Salut les terres. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.